Alors, les EHPAD, il manque peut-être dans l'acronyme un S entre le H et le P, parce que les EHPAD sont des établissements d'hébergement et de soins aux personnes âgées dépendantes. Et dans cet EHPAD du futur, la question qui se pose, c'est quelle est la place du soin, quel est le juste soin, quelle est l'organisation de celui-ci, et avec le retentissement que ça a sur son organisation. Et pour évoquer ce sujet, je suis heureux d'appeler Claude Jandel, gériatre au CHU de Montpellier et président du CNP, et surtout auteur, là, on l'a un peu évoqué ce matin avec Olivier Guérin, d'un rapport qui a été remis juste avant l'été, qui portait sur, il va nous en parler dans un instant, sur les USLD et les EHPAD, mais au-delà de ce rapport que je vous invite à lire parce qu'il est vraiment costaud, la question qu'on va aborder dans l'échange maintenant avec Claude et Luc, c'est la question de quel est le bon soin demain dans les EHPAD. Alors donc, lisez le rapport Jandal-Guérin, mais pour ceux qui n'ont pas le temps de le lire avant ce soir, Claude va nous en dire deux mots. Bon. Peut-être dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que ce rapport? Pourquoi a-t-il été commandé? Et quelles sont les deux ou trois grandes orientations avant de rentrer plus loin dans le détail? Avant, et merci de m'avoir invité, je voudrais en introduction dire que je pars avec 3 handicaps. Je suis médecin, donc soignant, hospitalier et GIR6. Donc je ne suis pas autorisé à m'exprimer pour les personnes qu'on est censé représenter aujourd'hui. GIR6, tu en es bien sûr? Je pense que je suis. Le docteur Vettel dans la salle Il m'a évalué tout à l'heure. Donc je voudrais ensuite remercier parmi vous les contributeurs, puisque vous êtes un certain nombre à avoir contribué à ce rapport, et puis à la CNSA, Stéphane, qui a permis de s'appuyer sur une étude inédite qui a consisté à s'appuyer sur des vrais chiffres et pas sur uniquement des impressions, des supputations, des données chiffrées grâce aux outils dont tu référais à l'instant, Pathos et GIR. Qu'est-ce que cette étude apporte? 3 informations principales. Premièrement, la différenciation soins de longue durée, tu les évoquais à l'instant, EHPAD, est très faible, pour ne pas dire inexistante, voire même inversée. C'est ce que d'ailleurs avait déjà mentionné le rapport de l'IGAS 2016 sur les soins de longue durée. Autrement dit, la réforme des soins de longue durée, 2007, circulaire, 2011, la pathosification, n'a pas atteint son objectif. On a d'ailleurs, même si vous allez regarder cette étude, proportionnellement en chiffres absolus, beaucoup plus de résidents d'EHPAD caractérisés par des profils de soins lourds et des JRE, finalement 1, 2, 3, qu'en soins de longue durée. Quant au SMTI, il en va de même. Bien. Ça, c'est la première fois. Deuxième information, alors ça mène à une première recommandation, c'est quid des soins de longue durée? Faut-il les maintenir tels que ou non? Et la première recommandation, c'est d'envisager une requalification des soins de longue durée en unités de soins prolongés, parce qu'on a impérativement besoin d'unités de soins dédiées à des situations médicales qui aujourd'hui sont orphelines de réponse, qui sont dans les soins de suite, tu l'as dit très bien, au-delà des durées habituelles et tolérées, qui sont dans le champ du handicap, dans certaines masses, qui sont en médecine, en chirurgie, qui sont parfois à domicile, pris en soin par l'HAD. Donc, il y a impérativement un besoin, et ces profils de soins, je ne vais pas aller dans le détail, sont dans le rapport, ils sont bien définis. Ceci aurait comme avantage, alors, dès lors qu'on tarifie ces soins de longue durée nouvellement qualifiés en sanitaire, de les tarifer à 100% assurance maladie. Le fait que la réforme n'ait pas abouti tient probablement au fait qu'on a maintenu la tarification ternaire pour les soins de longue durée. C'est une des explications. On n'a pas forcément besoin de 32 000 places de soins de longue durée aujourd'hui et de soins prolongés complexes demain. C'est un rapport de 1 sur 20 par rapport aux EHPAD, le 32 000. Et l'idée, c'est de déplacer une partie de l'offre actuelle en EHPAD, c'est-à-dire la différentielle, dès lors qu'on aura défini les besoins par région en unités de soins nouvellement qualifiées. Deuxième information, c'est qu'on confirme avec cette étude l'effet de la transition démographique et épidémiologique. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, qui va d'ailleurs régler beaucoup de problèmes énoncés avant moi. On vient de découvrir le traitement de la maladie d'Alzheimer.
Vous ne l'avez peut-être pas vu ce matin, c'est annoncé dans la presse. Donc il n'y a plus besoin, il n'y aura plus besoin d'EHPAD. Donc arrêtons de chercher des acronymes nouveaux. Il n'y aura plus besoin d'autant d'infirmières, donc de blouses pour les infirmières, de soignants, de médecins. Tout va se résoudre. Quant au GIR et la 5e branche, évidemment, on peut s'interroger sur sa pertinence. Donc je suis volontairement provocateur pour dire que dès lors qu'on n'admet pas que dans le modèle de l'EHPAD aujourd'hui, c'est l'importance que revêtent les maladies neuroévolutives qui expliquent la situation face à laquelle on est et face à laquelle on va devoir encore être, peut-être jusqu'en 2030, voire au-delà, bien, on se trompe. Il y a un déni de la réalité. Ce déni de la réalité, j'ose dire haut et fort qu'à force de nier la réalité, ne nous étonnons pas que les moyens qui auraient dû être mis en place dans ce secteur médico-social n'ont pas été mis en place. Si on continue à nier que les profils de soins, ce qu'apporte l'étude, sont des profils de soins qui, aujourd'hui, GMP, PMP, etc., vous avez tous ces éléments bien en tête, montrent clairement que, y compris dans les résidences d'autonomie, la barrière des 10% de GIR1 et GIR2 n'est plus actuellement établie. Ça veut dire qu'il y a un glissement. Il y a un glissement qui s'est opéré sur 10-15 ans depuis la réforme, qui va poursuivre son évolution au regard de la transition démographique. Si effectivement ce qui est annoncé, c'est-à-dire l'augmentation de 50% des personnes âgées dépendantes, la principale cause en étant ces maladies neuroévolutives, se confirme, j'ai quelques doutes sur l'application du moratoire 2027, quand bien même le virage domiciliaire s'applique, et tant mieux. Alors j'ai entendu qu'il devait s'appliquer aussi à l'EHPAD, tu as raison, mais le virage domiciliaire qui consiste à finalement développer le domicile pour ceux qui peuvent y être encore pris en soins au sens bon du terme, ce virage domiciliaire ne suffira pas à affronter la poussée démographique épidémiologique, sauf traitement à la clé. Parce qu'il y a une variable qu'on oublie totalement, c'est la réduction du nombre d'aidants naturels qui va en sens inverse du nombre d'aidés potentiels. Tous les chiffres sont là pour le montrer. Autrement dit, troisième élément de l'étude, la typologie des résidents. Didier Sapie a dit tout à l'heure qu'il y avait autant de profils que de résidents, il a parfaitement raison, mais si on les classe par analyse en composantes principales, ce qu'on a pu faire dans l'étude, il y a en gros 3 grandes classes. Une classe qui concerne des résidents qui n'ont pas de profil P2, c'est-à-dire qui n'ont pas ces maladies neuroévolutives, mais qui ont d'autres explications à leur dépendance. Ce sont ceux-là qui vont bénéficier du virage domiciliaire demain, comme on a appliqué le virage ambulatoire à l'hôpital. Ce sont les moins lourds, ils représentent un quart, et les 3 quarts restants sont caractérisés par des profils P2, R2, etc. Autrement dit, des maladies neuroévolutives, et s'ils sont dans l'établissement EHPAD, c'est pas parce qu'ils ont souhaité y aller, c'est parce que tout simplement, ils ont un étayage à domicile qui ne permet plus leur soutien à domicile, quand bien même toutes les aides à domicile sont mises en œuvre. Et puis, ils ont un niveau de dépendance élevé, ils trouvent du comportement qui implique une évolution aussi de la configuration de l'EHPAD. Alors, pour faire peut-être la transition avec la table ronde qui va suivre, il y a donc, au-delà de la partition et de la redéfinition de ce qui relève des USLD, de ce qui relève des EHPAD, la question de l'EHPAD du futur, qu'avec Olivier vous abordez, à travers notamment cette question des EHPAD plateforme, qui sera le rendez-vous juste après. Donc, que dites-vous dans vos 25 recommandations sur cette partie-là? C'est quoi l'EHPAD de demain? C'est quoi l'EHPAD plateforme? Et puis, d'une certaine manière, quel est le rôle du médecin dans cette nouvelle architecture? Alors, ce n'est qu'une des 25 recommandations, donc si tu me permets quand même, je Non, je te permets pas parce que parce qu'on s'était mis d'accord sur 5 questions, mais comme la première réponse a fait un quart d'heure, c'est bien la question que je te pose là. Rapidement, non, mais je réponds à ta question. Ouais. La requalification des EHPAD passe par une réflexion architecturale, elle était très bien énoncée avant moi, par une unité de 14 places,
Une révision aussi du statut type J pour le faire évoluer, entre autres. Bien évidemment, un renfort en ressources humaines, ça j'ai pas le temps de développer. Une fonction médicale redéfinie. Renfort en ressources humaines, vous allez jusqu'à pareil ratio. 0,58 au lieu de 0,48 actuellement pour les agents de soins et de services. Donc on augmente donc ça c'est le minimum qu'on estime nécessaire au regard des profils, toujours de soins, j'insiste. Et alors pour répondre précisément à ta question et faire la transition avec la table ronde, la partie centre ressources nous paraît bien évidemment devoir être traitée à condition qu'on ait réuni toutes les conditions nécessaires à un bon fonctionnement déjà de l'établissement dans ses missions originelles, c'est-à-dire avoir les ressources soignantes, médicales nécessaires, minimales, au risque de les voir finalement mises à disposition d'autres orientations qui seraient plus dirigées directement vers l'objectif initial de l'établissement. Donc la réponse est oui. Expérimentation, tenir compte des territoires, donc c'est du coût humain, probablement que le rural, l'urbain ne doit pas être traité de la même façon, le modéliser, le tester, et puis surtout articuler ces rôles avec tout l'environnement de l'écosystème pour éviter les doublons, les redondances, pour aller vers une synergie, une optimisation des réponses plutôt que des effets parfois de tuilage. Et un dernier mot sur le rôle du médecin coordonnateur dans cette EHPAD de demain. Alors, le médecin coordonnateur, l'idée, c'est de définir une fonction référence qui serait un médecin plutôt salarié, qui aurait la double mission à la fois clinique, de soins, et de coordination, c'est-à-dire ces actions transversales qu'il assure déjà aujourd'hui, en recrantant son temps de présence, en s'inspirant des soins de longue durée, pour les raisons que j'ai énoncées tout à l'heure, c'est-à-dire un équivalent de 0,5 équivalent temps plein pour 30 résidents, pour la partie médicale. Ça, c'est la cible. Et entre-temps, entre aujourd'hui et l'atteinte de la cible, il y a tout un certain nombre de recommandations pour essayer de passer cette période-là difficile, et notamment assurer une meilleure permanence des soins, parce que cette permanence des soins actuellement est quand même très, très fragile. Ben merci Merci, Claude. professeur Bravo. Claude Jandel.